Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut Romu, salut à tous. Donc aujourd'hui, une nouvelle tactique quotidienne, comme vous en avez l'habitude. Donc c'est une partie tirée du championnat du RSS 1969 entre Sakharov avec les blancs et Cherepkov avec les noirs. Le trait est au blanc, donc comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause la vidéo et ensuite Laurent va vous faire découvrir la solution qui, à n'en pas en douter, que vous allez découvrir. Allez, à vous de jouer. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Au premier coup d'œil, on voit que les deux joueurs se sont lancés à fond dans leur plan. Les noirs ici ont déjà deux pions passés liés sur l'aile dame assez avancés. Pendant ce temps-là, les blancs, eux, ont l'occupation du centre, la domination du centre, on va dire plutôt. Donc c'est vraiment une partie très tranchante où il va falloir se dépêcher d'appliquer ses idées et de passer à l'attaque. Alors, mis à part ces histoires de pions, qu'est-ce qu'on voit? Ce qui doit vous sauter aux yeux, on pense que ça a dû vous sauter aux yeux, c'est que les blancs sont placés très agressivement en direction du roi, en direction du roc. D'accord, on a la case H4 pour la tour, les deux fous sont braqués vers le roc, même la dame C1 qui est à longue distance pourrait venir travailler sur cette zone-là, donc on a quand même du potentiel d'attaque. Et une autre chose qu'on remarque, c'est que les noirs n'ont quasiment que ce fou là sur F8 pour aider le roi, mis à part les pions du roc, voilà, il n'y a pas vraiment d'autres éléments, mais ce fou, en plus de défendre le pion G7, doit aussi défendre la tour qui est attaquée. Donc c'est toujours bien de remarquer bien sûr les pièces qui ne sont pas défendues, mais aussi les pièces qui sont mal défendues, au sens une pièce est attaquée une fois et défendue une seule fois, ou bien elle est attaquée deux fois, défendue deux fois, bref, vous avez compris. Donc ça crée de la surcharge et c'est un élément qu'il va falloir prendre en compte. Donc, en résumé, on doit se dépêcher pour appliquer notre plan avant que l'adversaire n'applique le sien, et on a des pièces placées de façon très agressive vers le roi. Donc il est très logique ici de regarder le coup forcé, qui est à la fois une prise et un échec, avec donc fou prend H7. Bon, Romu, c'est très naturel ce genre de coup. Oui, c'est un sacrifice naturel, tu l'as très bien expliqué. Les blancs ont beaucoup de pièces amassées autour du roi noir qui n'est pas très bien protégé. Donc naturellement, on doit chercher les coups à effet décisif, c'est-à-dire les échecs en priorité et les prises comme le coup fou prend H7. Donc c'est pas vraiment une surprise. Maintenant, il faut calculer bien sûr précisément la suite, mais fou prend H7 doit être un coup candidat, un des premiers que l'on regarde. Donc le plus facile à éliminer, c'est roi H8, parce que d'une part, les blancs auraient gagné un pion, et pas n'importe quel pion, un pion du roc, et en plus, on voit facilement qu'après tour H4, on va créer tout un tas de menaces à base d'échecs à la découverte, et très clairement, les blancs ont pris beaucoup d'avance dans la réalisation de leur plan. Donc il est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus logique de regarder roi prend H7, après quoi, on va choisir ici tour prend D6. Donc à quoi nous sert le coup tour prend D6? À dévier justement le fou dont on a parlé précédemment, qui protège le pion G7, et on verra que ça va avoir son importance. Un autre intérêt de faire cet échange, c'est que la tour pouvait coulisser sur la sixième rangée, pouvait coulisser sur la sixième rangée et venir couvrir le roi. Donc on joint l'utile à l'agréable. Non seulement on dévie le fou, mais en plus on supprime aussi un défenseur important. Donc tour prend D6 c'est logique, fou prend D6, sinon les noirs ont perdu trop de matériel, et maintenant tour H4 échec, qui est le coup complémentaire de fou prend H7, on enchaîne les échecs et on place nos pièces de mieux en mieux. Alors première possibilité, il y a roi G6, Romu. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a deux possibilités, roi G6 ou roi G8. Donc on regarde la première en G6, donc où le roi monte un peu à l'aventure. Donc là, il faut poursuivre l'initiative, et donc on regarde comme d'habitude les échecs en premier. Donc sans grande surprise, tour G4. On voit que c'est pas un échec innocent. L'idée, c'est qu'il y a le pion G7 en ligne de mire. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, le fou F8 a été dévié de la défense du pion G7.
Donc maintenant, le fou A1 et la tour G4 vont pouvoir viser ce pion. Donc après tour G4, roi H7 et forcé. Que roi H5, il y aurait mat en 1. Voilà. Donc roi H7 est forcé. Et après tour prend G7. Donc roi H8 est forcé et dame H6. Un joli mat de l'escalier. Ok. Donc de toute façon, on sentait pas vraiment... on n'avait pas beaucoup d'espoir avec les noirs de mettre le roi en G6, voilà, de dire allez-y, osez m'attaquer. Bon, c'est rarement une bonne idée. Donc beaucoup plus naturel, le roi revient se cacher derrière ses pions. Et ici, au premier abord, on pourrait se dire qu'on a sacrifié un fou, mais peut-être sans raison, parce que il n'y a rien qui nous saute aux yeux. Mais pourtant, il y a une astuce tactique. Alors, je te laisse la primeur de cette astuce quand même. C'est gentil, Laurent, merci. Donc effectivement, en fait, pour que les blancs puissent réussir leur attaque, il faut absolument que la dame intervienne. Et donc la dame, pour le moment, elle est en C1 et on aimerait bien qu'elle débarque sur la colonne H pour travailler en collaboration avec la tour H8 et le fou A1. Sauf que bon, dame H6 tout de suite, c'est pas possible puisqu'il y a un pion G7 qui pourrait prendre la dame. Et préparer l'arrivée de la dame sur la case H5 avec des coups comme dame D1 ou pour aller sur H5 et faire mat en H8, ça semble un peu trop long, on va dire. Donc ici, il y a un effet, il y a un coup à effet décisif. Et comme toujours, on regarde les échecs en premier. C'est le coup tour H8. Alors, nouveau sacrifice sur échec. Quelle est l'idée? L'idée, donc la tour est obligée d'être capturée. Et le roi a donc été attiré sur la même diagonale que le fou A1. Quelle est la conséquence du coup donc tour H8? C'est que le pion G7 devient cloué. Et comme vous le savez évidemment, une pièce clouée est un mauvais défenseur. Et donc maintenant, la case H6, dont on a parlé tout à l'heure pour la dame C1, devient disponible. Et donc bien sûr, la dame se fait un plaisir d'arriver sur la case H6 avec échec. Roi G8 est forcé, et le pion G7 qui a été affaibli par l'échange en D6 préalable est capturé avec un mat à la clé. Donc pas mal du tout, hein, cet enchaînement de coups, forcés, jolie tactique. Alors évidemment, les plus rabat-joie d'entre vous vont peut-être nous dire que les noirs n'étaient pas obligés de reprendre la tour sur D6, ici par exemple. Après tour prend D6, on peut très bien dire avec les noirs, si je prends cette tour, je vais me faire mater, donc je ne la prends pas. Mais comprenons-nous, les blancs ont une qualité d'avance et l'attaque vers le roi, ça va pas changer le résultat de la partie de refuser la tour. Donc tout n'est peut-être pas forcé du début jusqu'à la fin, mais voilà, le sens commun laisse penser que de toute façon les alternatives ne sont pas satisfaisantes non plus pour les noirs. Donc très jolie attaque avec des coups forcés, avec notamment beaucoup d'échecs consécutifs qui ont fait que les noirs n'ont jamais pu essayer de rapprocher leur dame ou essayer de s'enfuir avec leur roi. Donc vraiment une méthode d'attaque à retenir pour vos propres parties. Oui, tout à fait. Merci Laurent pour nous avoir présenté ce joli exercice. On espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à nous commenter nos publications, à nous poser des questions, nous partager vos expériences ou vos réflexions sur ce qu'on vous propose, c'est toujours pour nous une source d'inspiration utile, et on vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle tactique quotidienne. Au revoir. Salut, à demain.